Son musée archéologique dit où un tumulus, on le disait tout à l'heure, a été découvert il y a quelques mois. Le musée archéologique dont nous accueillons le conservateur, Jacques Planchon. On le disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est une trouvaille intéressante, importante. Qu'est-ce qu'elle nous apprend finalement? Quel est le plus riche enseignement sur ces populations dans cette région-là? Alors, je pense que l'enseignement le plus riche, c'est nous démontrer qu'il y a une unité de population, en tout cas de culture matérielle, entre les deux côtés du col de Cabre. C'est-à-dire que on savait pour l'époque romaine que les Vaucons, c'est une population gauloise, est présente sur ces deux côtés, donc vallée du Buège, vallée de la Durance, vallée de la Drôme. Et on s'aperçoit que 1000 ans avant, c'est déjà quasiment le cas, puisque les tumulus, on en a tout un stock qui sont justement sur la redescente du col de Cabre en direction du Val de Durance. Oui. Alors les fouilles aujourd'hui, elles sont terminées. Je voulais citer André Rivalan, qui était responsable de ces fouilles, qui a eu un rôle important. Il y a de bonnes chances pour que ce qui a été trouvé revienne à votre musée? Alors, en toute logique, oui, quand il y a des fouilles archéologiques, ça devrait, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'automaticité absolue, mais la logique va certainement s'avérer. C'est-à-dire que quand il y a un musée archéologique qui est situé très très proche d'un emplacement de fouilles, et là c'est la même commune, il est clair que les vestiges vont finir au musée archéologique de Die. J'allais dire un trésor de plus pour ce musée qu'on connaît peut-être pas forcément bien, et c'est dommage parce que c'est un vrai trésor, vous avez entre les mains. Il a plus de 110 ans, ce musée. Les premières pièces, je crois, y ont été exposées et n'avaient rien à voir avec Die. C'était un trésor venu de loin, d'Égypte ancienne. C'est ça. Mais depuis le temps, vous vous êtes un peu rattrapé? Alors très vite, en fait, la création c'est 1905 avec en effet des objets égyptiens, mais la ville elle-même a fourni énormément d'éléments archéologiques, notamment par un rempart qui a remployé beaucoup de pierres romaines, et petit à petit ces pierres et d'autres découvertes sont venues se surimposer à la collection égyptienne, qu'on ne voit plus au musée d'ailleurs à l'heure actuelle. Ouais. Alors les pièces les plus importantes que vous proposez au public, c'est quoi? Alors importante, ça peut être en taille comme ça peut être en intérêt. Ce qu'on voit par exemple là en ce moment. Alors ce qu'on voit là à l'écran, c'est un taurobol, c'est-à-dire un autel commémoratif d'un culte public rendu à la déesse Cybèle. Alors Cybèle, c'est une déesse anatolienne, donc turque, qui est arrivée dans l'ouest européen à partir du 3e avant, mais là on est plutôt au 2e après Jésus-Christ. Sinon, dans les pièces extrêmement importantes, évidemment, on a le menhir néolithique, un menhir qui date d'environ 4000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 6000 ans. Qui est un menhir gravé, c'est ce qu'on voit là. Il est en plusieurs morceaux. Alors, il a été cassé il y a certainement très longtemps, donc on l'a retrouvé en 4 fragments. Hein. C'est pas moi, non. Je peux être maladroit, mais pas à ce point-là. Et on l'a retrouvé donc en plusieurs fragments, et ce qui fait tout son intérêt, c'est à la fois sa taille, il fait 4 mètres de hauteur, ce qui en fait le plus grand menhir du sud de la France, mais aussi parce qu'il porte des signes gravés qui pourrait faire penser qu'il s'agit en fait d'une représentation anthropomorphe, donc d'une forme de statue néolithique. Ah oui, alors ce qui est exceptionnel, c'est la taille d'un menhir dans le sud de la France, que le menhir était une spécialité du Nord plutôt. En fait, c'est pas une spécialité du Nord, mais dans le Nord, on trouve des grands menhirs. Alors pourquoi on trouve des grands dans le Nord et des petits au Sud? Ça, c'est une autre question. Ça reste un mystère aujourd'hui. Ça reste un mystère, oui. Il y a des chapiteaux d'époque romane aussi qu'on trouve chez vous, et ça, il y a une histoire, c'est que les églises ont été maltraitées. Alors les églises ont été maltraitées un petit peu, oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une énorme crise économique à cause de la chute, une montagne est tombée, ça a barré la vallée, le commerce passait plus. Crise économique, donc les églises avaient du mal à être entretenues. Et au moment où on commençait à se relever de cette crise économique du XVe siècle, les guerres de religion sont arrivées par-dessus. Et là, ça a été un petit peu la fin des haricots. Et comme je dis souvent, de façon un peu ironique, on a en effet pas mal d'églises en kit au musée de Die. Et notamment une très très belle collection de chapiteaux romans qui est très représentatif à la fois du local, mais aussi de l'art rhodanien. Ouais. Alors j'aimerais qu'on revienne, je demandais à Régis si on peut revoir les autels tauroboliques, parce qu'on n'a pas approfondi, mais c'est quelque chose de curieux, parce que l'autel taurobolique, c'est lié en fait à des sacrifices, mais ce ne sont pas des sacrifices qui se faisaient sur place. Non. C'est ça? Non, non. Alors le sacrifice à Cybèle, c'est en effet très particulier, puisque on va creuser une fosse, on va mettre un plancher à claire-voie par-dessus, on fait monter l'animal, généralement un taureau. Là, en l'occurrence, il y a un taureau et un bélier. C'est pas des sacrifices humains, hein? Non. Comment on le sait d'ailleurs? Simplement, en regardant les tauroboles, on voit bien la tête du taureau et la tête du bélier. Il n'y a aucune tête d'homme. Voilà, c'est-à-dire que l'être qui était sacrifié est représenté sur l'autel taurobolique. C'est ça. Et par contre, c'est assez spécial puisqu'on va faire le sacrifice sur la personne qui paye le sacrifice. C'est-à-dire qu'en fait, on l'asperge avec le sang de l'animal.
l'animal se vide de son sang sur la personne qui paye le sacrifice. C'est assez spécial en effet. Mais c'était tout à fait accepté dans le monde romain. Et c'est un sacrifice qui rentre dans un culte public, c'est-à-dire qu'on le rend à la fois à la déesse, mais aussi à l'empereur. Donc ce musée, c'est plein de richesses, c'est à découvrir, c'est à dire. Donc moi, tout ce que je conseille à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, surtout, c'est d'aller le visiter, parce qu'on y trouve, on l'a vu, des trésors. Et puis, on va croiser les mains pour que ce qu'on a trouvé justement à l'occasion de ces fouilles vous revienne. Et puis, si vous voulez bien, on va terminer l'émission en musique.